L'essentiel de l'économie, c'est donc parti sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine consacré au décryptage de l'actualité vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. 3 sujets à aborder aujourd'hui. Tout d'abord, le secteur bancaire en RDC connaît un changement notable. La Banque centrale du Congo, la banque mère, qui sera désormais dirigée par un nouveau gouverneur, André Ouamesso, qui était jusque-là directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions économiques et prend donc la tête des 7 banques, la Banque centrale qui joue en même temps le rôle du régulateur du secteur bancaire en RDC. Le choix d'André Ouamesso par le chef de l'État est-il un choix technocratique ou tout simplement politique ? Nous nous poserons cette question dans cette émission. Et puis André Ouamesso, justement, sera-t-il à la hauteur de l'immense tâche qui l'attend? Vous verrez tout cela dans cette émission. Et puis nous resterons toujours dans le secteur bancaire pour parler de notre acteur majeur de l'écosystème bancaire de la République démocratique du Congo, mais qui a pratiquement disparu des radars au fil des années. Il s'agit de la Caisse générale d'épargne du Congo, la fameuse CADECO. Pour sa redynamisation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a opté pour la technocratie et l'expérience à la tête de cette institution bancaire, en nommant entre autres Esther Malangou Kabedi, qui vient de la Banque centrale, à la tête du conseil d'administration de la CADECO, et Célestin Moukeba, qui prend la direction générale de cette institution financière en provenance de Equity BCDC. Nous reviendrons donc sur les causes, notamment du flop et de l'inefficacité très constatée de la CADECO au fil des dernières années en République démocratique du Congo. Et puis nous bouclerons cette émission par les questions des coopérations bilatérales. La RDC et les Émirats arabes unis vont finalement signer un accord de partenariat économique global, et cela après 2 ans de travaux et d'âpres discussions à Dubaï. Cet accord considéré comme un cadre structurant pour des échanges commerciaux et les investissements, et dont la signature officielle interviendra entre août et septembre 2025, va-t-il finalement permettre de rééquilibrer notamment la balance commerciale entre les deux pays, une balance qui est jusque-là déficitaire en défaveur de la République démocratique du Congo. Voilà donc pour les sujets qu'on abordera dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, une fois de plus. Et pour aborder tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, accompagné de nos analystes maison comme d'habitude. Bonjour Tony Dibendila. Bonjour Patrick Mbala. Merci beaucoup d'être là comme d'habitude. Bonjour Igor Douaka. Bonjour Patrick Mbala. Merci également d'être là. On va commencer tout de suite par ce changement majeur dans l'écosystème bancaire de la République démocratique du Congo. Les changements à la tête de la Banque centrale du Congo. André Ouamesso, jusque-là directeur des cabinets adjoints en charge des questions économiques au sein du cabinet du président de la République, devient le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Que s'attendre justement de lui et que attendre justement de lui, et ce choix est-il politique ou technocratique? On voit tout cela dans cet élément et on se retrouve après pour en décrypter. La Banque centrale du Congo ouvre un nouveau chapitre avec la nomination d'André Ouamesso au poste de gouverneur. Son arrivée, succédant à Malangou Kabedi Mbouyi, s'inscrit dans un contexte économique congolais en quête de consolidation où les acquis doivent être protégés et de nouveaux défis relevés. Première femme à diriger la BCC, Esther Malangou Kabedi a œuvré dans un environnement marqué par des chocs exogènes et des pressions internes. Son mandat, bien que ponctué de difficultés, a laissé un héritage significatif en matière de préservation des équilibres macroéconomiques. Parmi ces acquis, il y a tout d'abord stabilité relative du taux d'échange face à la constante pression de la dépréciation du franc congolais. Malangou Kabedi est parvenu à contenir les mouvements les plus violents, offrant
une certaine prévisibilité et limitant l'érosion du pouvoir d'achat des citoyens. Ensuite, la maîtrise de l'inflation. La Banque centrale du Congo, sous sa houlette, a déployé des efforts concertés pour freiner l'envolée des prix, utilisant les leviers monétaires disponibles pour éviter une spirale inflationniste dangereuse. Le renforcement des réserves d'échange en fait également partie. La reconstitution et la consolidation des réserves internationales ont été une priorité, conférant au pays une meilleure capacité de résilience face aux chocs externes et un gage de confiance pour les partenaires. Enfin, la modernisation de l'institution. Des initiatives ont été lancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence de la Banque centrale, des étapes clés pour sa performance future. Ces avancées, souvent discrètes mais fondamentales, ont posé une base sur laquelle le nouveau gouverneur devra s'appuyer. André Ouamesso prend les rênes d'une institution clé avec une feuille de route lourde d'attentes. Les défis qui l'attendent sont nombreux et cruciaux pour l'avenir économique du pays. Parmi eux, on peut citer le maintien et renforcement de la stabilité monétaire, le maniement du taux directeur de la Banque centrale du Congo qui sera un instrument essentiel. Le nouveau gouverneur devra l'utiliser avec sagacité pour influencer l'inflation et les conditions des crédits, cherchant un équilibre délicat entre la lutte contre la hausse des prix et le soutien nécessaire à la croissance économique et au financement des entreprises. Assurer la solidité et la résilience du secteur bancaire congolais reste une priorité absolue pour prévenir les risques systémiques et garantir la confiance des déposants. Préservation de l'indépendance de la BCC dans un contexte souvent marqué par des pressions politiques, la capacité de M. Ouamesso à maintenir l'autonomie de la Banque centrale sera déterminante pour la crédibilité de ses décisions et l'efficacité de sa politique monétaire. La prépondérance du dollar américain dans l'économie congolaise reste un défi structurel majeur, nécessitant des stratégies innovantes pour renforcer l'utilisation du franc congolais. La nomination d'André Ouamesso, qui occupait précédemment les postes stratégiques des directeurs des cabinets adjoints du président de la République en charge des questions économiques et financières, soulève inévitablement la question de la nature de son choix. S'agit-il d'une décision purement politique ou d'une reconnaissance de ses compétences technocratiques? Son parcours au sein de la présidence lui confère sans aucun doute une dimension politique. Cette proximité avec le sommet de l'État pourrait faciliter la coordination entre la BCC et l'exécutif, essentielle pour la cohérence des politiques économiques. Elle pourrait également lui donner un poids certain dans les arbitrages nationaux. Cependant, M. Ouamesso est également reconnu pour sa technicité et sa maîtrise approfondie des dossiers économiques et financiers. Son expérience à un poste aussi stratégique implique une connaissance fine des mécanismes financiers et des défis structurels du pays. La BCC est une institution qui exige une expertise avérée et une capacité à prendre des décisions techniques basées sur des analyses économiques rigoureuses. André Ouamesso prend ainsi les rênes d'une institution pivot à un moment crucial. Son succès dépendra de sa capacité à capitaliser sur les acquis de sa prédécesseur, à innover face aux défis persistants et à affirmer l'indépendance de la Banque centrale du Congo tout en assurant une coordination efficace avec les autres pouvoirs publics pour le bien-être économique des Congolais. Et voilà, donc rebonjour Tony Dibendila. Oui, bonjour. On vient de le voir, justement, la Banque centrale qui est en même temps l'autorité de régulation du secteur bancaire en RDC, qui connaît un changement. Ce n'est pas tous les jours que des changements interviennent à la Banque centrale. Comment peut-on interpréter d'abord ce changement et le timing notamment? Est-ce qu'il était opportun? Oui, je crois que Madame Malangou Kabedi a fait son temps. Elle a
son mandat était à terme. C'est vrai qu'elle pouvait aussi continuer, mais nous savons aussi qu'il y a d'une part le chef de l'État qui a ses raisons de placer telle ou telle personnalité à telle autre fonction, mais aussi, s'il faut aller un peu plus loin, on sait que cette nomination d'André Ouamesso vient d'arriver au moment où nous avons quasiment, nous sommes en voie de conclure un vaste contrat avec les USA, les États-Unis d'Amérique, et nous savons que la mise en œuvre... Quelle est la relation? Oui, c'est-à-dire on est en train de... On se chemine vers la conclusion des deals RDC, États-Unis mènerait contre sécurité. Nous savons que André Ouamesso était un des acteurs principaux de ceux qui ont, en tout cas du côté congolais, conduit ces échanges avec les Américains. Et nous savons que la mise en œuvre de cet accord va exiger un regard assez important parce que la Banque centrale aura à jouer un rôle prépondérant. Nous savons qu'il y aura des investissements américains qui vont transiter par également la Banque centrale du Congo. Il y aura des échanges. On ne peut pas parler secteur monétaire sans Banque centrale. On parle notamment de captation des devises. Voilà, tout à fait. Et donc, le fait qu'André Ouamesso a participé, il était dans les cœurs des négociations. Et donc, un regard d'une personne qui a participé à ces échanges à la tête de la Banque centrale, ça veut dire que nous avons besoin de poursuivre avec un rythme soutenu et aussi peut-être de garantir les Américains qu'il y ait les regards de ceux qui ont véritablement pris part aux négociations qui sont bien entendu en cours, mais qui visiblement sont presque à terme, au regard d'ailleurs des va-et-vient actuellement observés. Il y a eu Cobalt qui venait de signer avec l'entreprise américaine Cobalt qui venait de signer il n'y a pas longtemps un accord stratégique avec l'État congolais. On sait que l'idée c'est de préparer les terrains pour les investissements américains, parce que l'idée est d'explorer les nouveaux gisements ou encore cartographier de manière plus précise les actuels gisements miniers congolais. Donc nous sommes dans un processus d'une part de vouloir placer des personnalités d'un certain en fait, qui bénéficient d'une certaine confiance du chef de l'État, mais aussi des partenaires américains dans certaines institutions importantes, telles la Banque centrale du Congo. Et nous savons que André Ouamesso a un parcours, et au-delà du fait que c'est un acteur politique, mais c'est quelqu'un qui a la maîtrise des systèmes financiers, c'est un technicien des finances. Et donc, on s'est dit que sa présence à la tête de la BCC pourrait certainement garantir plusieurs partis qui aujourd'hui vont jouer un rôle important aux côtés de la République démocratique. Tout à fait, effectivement. Igor Biwaka, André Ouamesso prend la tête de la Banque centrale du Congo après que Esther Malangou Kabedi ait fait son temps, comme le dit Tony Antoine Dibendila. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que Malangou Kabedi a quand même stabilisé notamment le cadre monétaire du pays, avec le franc congolais qui a été vraiment qui connaît une certaine stabilité relative, d'où la question que j'ai posée d'ailleurs à Tony Dibendila: est-ce qu'il était opportun de mettre à côté Malangou Kabedi? Vous savez, Patrick Lumbala, le profil qui succède, n'est-ce pas, à Kabedi Malangou, ce n'est pas aussi un profil moindre. Donc, c'est quelqu'un qui était directeur de cabinet adjoint du chef de l'État des questions économiques et financières. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a la maîtrise, je dirais, systémique du système financier de la République démocratique du Congo. Et donc, André Ouamesso, je trouve que c'est un profil qui convient à cette... n'est-ce pas, à ces postes-là. Mais seulement, il y aura beaucoup de défis, puisque Kabedi Malangou également avait d'énormes défis. Parce que déjà, dès sa nomination, Kabedi Malangou, on se rappelle, c'était au mois de juillet 2021, on se rappelle également de la crise de la pandémie. Donc, Kabedi Malangou a hérité, a gouverné, en fait, la Banque centrale pendant une période critique. Et ce n'était pas facile pour elle pour arriver, n'est-ce pas, à la stabilité, comme vous l'avez évoqué ici, du taux d'échange, également à la stabilité de l'inflation. Donc Kabedi Malangou, c'est vrai qu'il y avait
tout n'a pas été rose pendant son règne, mais quand même, on a pu noter d'énormes efforts qu'elle a pu entreprendre dans la stabilisation de la monnaie nationale, dans la stabilisation du taux d'échange, et même dans la stabilisation, en fait, ce qu'on appelle du taux d'intérêt directeur, voyez-vous, parce que taux directeur de la Banque centrale. Voilà, le taux principal, le taux directeur principal de la Banque centrale du Congo, qu'on avait ramené à 25%, c'était à 11%, on a ramené à 25%, question en fait d'appliquer cette politique monétaire beaucoup plus contraignante, afin de permettre, n'est-ce pas, à l'économie un tout petit peu d'essouffler. Donc, autant des stratégies que Malangou, avec son équipe, a pu mettre en place pour faire en sorte que l'atmosphère économique, la conjoncture économique de la République démocratique du Congo puisse tant soit peu se stabiliser sur fond de la crise, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Et ce n'était pas facile, voyez-vous. C'est pour cette raison que la BCC, de commun accord avec le gouvernement, ils ont pu prendre des mesures efficaces qui s'imposaient pour faire en sorte que, n'est-ce pas, cette conjoncture économique sur le plan national puisse un tout petit peu se stabiliser. En fait, c'est la mission également qu'aura André Ouamesso, puisqu'avec Kabedi Malango, on a vu que, premièrement, on a observé pendant longtemps que la monnaie nationale, n'est-ce pas, la devise nationale, s'est un tout petit peu stabilisée autour des 2800 francs pour un dollar américain. Ça, c'est un effort salutaire, mais également, on a remarqué, en ce qui concerne, en fait, le taux d'inflation annuel, on était passé de 24% en 2023 à 11% en 2024, mais quel effort, voyez-vous. Et cela encore s'est accompagné par le maintien, en fait, de la politique restrictive monétaire, où d'ailleurs il n'y a pas eu longtemps que, je crois le 18 juillet, où le comité politique monétaire s'était réuni, évidemment pour statuer de la situation économique du pays, tout en analysant les indicateurs macroéconomiques. Ils ont pu donc aboutir, n'est-ce pas, au maintien même du principal taux directeur qui s'est maintenu à 25%. Et donc, on a également vu que les perspectives macroéconomiques s'annonçaient bonnes, mais seulement il y avait des craintes. Lequel crainte que M. Ouamesso, qui aujourd'hui est donc gouverneur de la BCC, doit maintenant également user de toute son expérience. D'où la question pour justement, est-ce que en fait, c'est un choix politique ou technocratique? Parce que beaucoup de gens voient en Malango Kabedi une technocrate. On sait qu'elle a travaillé dans des institutions bancaires internationales avant de venir à la BCC. Ouais. Par contre, André Ouamesso a été beaucoup plus, ces dernières années, dans les sillages beaucoup plus politiques que financières ou de manière technique sur les domaines. Mais cela ne fait pas en sorte qu'il ne puisse pas avoir sa connaissance sur les questions économiques et financières. On l'a dit, si on l'a présenté comme tant quelqu'un qui avait fait une certaine, n'est-ce pas, connaissance du système financier congolais, voyez-vous. Donc, c'est vrai, moi je ne dirais pas que c'est un choix politique. Je trouve que c'est un choix technocratique, voulais-je dire. Voyez-vous, c'est un choix technocratique, mais seulement, au-delà de ce choix, il s'impose, n'est-ce pas, la nécessité de poursuivre, n'est-ce pas, les mesures qui ont été déjà prises, pourquoi pas d'ajouter encore d'autres mesures complémentaires pour améliorer la conjoncture économique de notre pays. Puisque sur terrain, il s'observe toujours la surchauffe. Il faudrait le dire, malgré les indicateurs économiques qui s'annoncent un tout petit peu prometteurs, mais il y a quand même des défis à relever. Il y a d'énormes défis à relever sur le plan, n'est-ce pas, de la stabilité même des prix sur le marché, puisque malgré en fait les mesures gouvernementales qui imposent, n'est-ce pas, un tarif ou une tarification précise, mais on se rend compte que sur le marché, il y a toujours de ceux-là qui s'hasardent, n'est-ce pas, à fixer le prix comme bon leur semble. D'ailleurs, il n'y a pas plus longtemps que, je crois, avant-hier, le VPM de l'économie nationale s'était entretenu avec toutes les structures régulatrices pour statuer de la question, voyez-vous. Et déjà même en perspective, il y aura une application en développement qui va en fait faire en sorte que, n'est-ce pas, le consommateur congolais puisse dénoncer toutes ces tracasseries-là en cas de pépins. Et donc la Banque centrale même était également conviée à cette activité pour prendre part, puisque la Banque centrale, comme vous l'avez dit, c'est une autorité monétaire, voyez-vous, elle a pour mission également de stabiliser le prix sur le marché. Mais si sur le marché, on constate qu'il y a de ceux-là, n'est-ce pas, il y a des récalcitrants qui ne veulent pas appliquer les mesures n'est-ce pas, de la Banque centrale du Congo, il faut dire également des mesures contraignantes pour faire en sorte que ces personnes-là puissent respecter la bonne ligne. Tout à fait. Tony Dibendila,
lorsqu'on parle de la Banque centrale, c'est aussi et avant tout, Igor l'a soulevé, le taux directeur, qui est le taux qui accompagne pratiquement l'activité économique dans le pays, notamment en ce qui concerne les prêts auprès des particuliers et des entreprises. Est-ce que ça sera aussi par là qu'on va attendre au tournant le nouveau gouverneur de la Banque centrale? Parce que je rappelle que ce taux jusque-là est à 25%, et c'est un des plus élevés quand même qui rend l'emprunt bancaire aujourd'hui quand même difficile. Beaucoup de gens se posent des questions plusieurs fois avant d'oser aller emprunter à cause des choses. Est-ce qu'on doit attendre André Ouamesso sur ce terrain-là également? Moi, je crois que les défis sont nombreux. Il n'y a pas que la question du taux directeur qui est fixé à 25%. Cela fait déjà, je crois, plusieurs mois. Et cela rentre dans le cadre d'un ensemble de mesures mises en place il n'y a pas longtemps, parce que nous savons qu'il y avait un sérieux problème de stabilité des taux d'échange. Il y avait un sérieux problème d'appréciation ou de la dépréciation du franc congolais. Il fallait prendre une batterie de mesures pour, d'une part, stabiliser les taux d'échange et surtout pour préserver les pouvoirs d'achat des Congolais, parce que véritablement c'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. La dollarisation de l'économie congolaise qui doit être également combattue, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, concrètement, l'économie de la RDC est fortement dollarisée. C'est-à-dire que pour payer le domicile, c'est les dollars, pour faire certaines courses, c'est les dollars, même les achats dans les supermarchés, c'est quasiment à tous les niveaux de l'économie congolaise, alors que par exemple, en face, si nous allons au Congo-Brazzaville, ils utilisent les francs CFA pour tout paiement. Tout à fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, cette situation-là fragilise davantage. Même dans certaines écoles, les frais scolaires, c'est en dollars. Alors que si vous regardez d'autre part, les agents publics sont payés en francs congolais. Et par même à des taux... voilà, à des anciens taux. C'est-à-dire, on vous dit, on vous paye 100 $ au taux des 25. C'est-à-dire que c'est déséquilibre là. En fait, ça facilite beaucoup de manigances, même en termes de transferts d'argent, et ainsi de suite. Et ça paralyse aussi, même en termes de l'inclusion financière, parce qu'on sait également que c'est un autre défi. Si on se rend dans une région où les capacités bancaires en RDC sont très faibles, on se rend compte qu'il y a un véritable calvaire, alors qu'aujourd'hui, prenons par exemple avec les téléphones portables, avec les numériques, on peut facilement accélérer. Il y a aujourd'hui, ce qui est vrai, certaines innovations. On est en train de réfléchir comment de plus en plus accélérer l'inclusion financière. Même la BCC est vraiment dedans dans ces processus-là. On sait qu'aujourd'hui, les taux d'inclusion est très très faible, surtout que parmi les objectifs de la Banque centrale 2023-2028, il faudrait atteindre ne serait-ce que 60% d'inclusion, ce qui va faciliter également l'essor même de l'économie. C'est-à-dire, d'une part, on a la question de la dollarisation, on a la question de l'inclusion financière, on a également la question de la stabilité du taux d'échange. On sait que lorsque le franc congolais se déprécie, cela frappe durement les Congolais lambda. Surtout, j'ai évoqué ici les fonctionnaires, les agents publics de l'État qui sont payés en francs. Et donc, la dépréciation du franc congolais fragilise davantage leur pouvoir d'achat déjà faible, et cela conduit à des quotidiens beaucoup plus durs pour des familles qui ont du mal déjà à nouer les deux bouts. Et il y a également la question, nous avons évoqué la question de la dollarisation, l'inclusion financière, mais aussi la question de l'appréciation du franc congolais. On ne peut pas tous les jours évoquer la dépréciation, les taux se déprécient du jour au lendemain. Nous savons déjà que sous Joseph Kabila, par exemple, de 2001 à 2018, c'est pratiquement 800% de dépréciation du franc congolais. C'est trop. Et même depuis l'arrivée du président Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'il y a la dépréciation, bien que surtout fin 2024, il y a eu quand même des efforts qui ont permis à ce que la monnaie nationale, la devise nationale, les taux soient stabilisés. Donc aujourd'hui, on doit également, et c'est-à-dire que André Ouamesso doit également envisager et se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'enfin le franc congolais
commence également à s'apprécier vis-à-vis des devises étrangères, parce qu'on sait que et ça se bouscule aujourd'hui, ça se bouscule dans le système monétaire en RDC, on peut à la fois payer. Et il y a des endroits dans ces pays où on n'utilise même pas les francs congolais, par exemple. On n'utilise pas les surtout francs congolais. Dans des milieux frontaliers. Voilà, par exemple, vers la province, la grande espace oriental là-bas, l'ancienne province orientale, on utilise généralement les shillings ougandais, ainsi de suite. Et même à Kasumbalé, ça, vous avez le Kwacha, voilà, tout donc ça. C'est-à-dire que il y a des défis énormes que les nouveaux gouverneurs doivent se dire, lui en tout cas avec son équipe, et doivent se donner à fond pour qu'au moins, enfin, on se dise que nous avons aujourd'hui, on a des nouveaux, en fait, on est des nouveaux heureux d'avoir le franc congolais comme notre monnaie, monnaie nationale. Effectivement. Igor Biwaka, Tony Dibendila vient de relever plusieurs défis qui attendent donc le nouveau gouverneur de la Banque centrale, parmi lesquels la dédollarisation de l'économie nationale, la dédollarisation justement de l'économie de la RDC. On sait que c'est un chantier, un vaste chantier qui a déjà été amorcé par Esther Malango Kabedi, mais également depuis longtemps à travers plusieurs lois de la République. On doit attendre également Wameso sur ce point-là. Oui, on l'a relevé ici, Patrick Lumbala. Vous savez, la dollarisation, n'est-ce pas, de notre économie, une économie qui est tournée exclusivement, n'est-ce pas, portée exclusivement vers la monnaie étrangère. D'ailleurs, on le voit par les opérations bancaires. 96% des opérations bancaires se font en devises étrangères. C'est courant. Donc, c'est un triste constat qui fait en sorte que, n'est-ce pas, aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à tenir. Donc, le pouvoir d'achat s'amenuise du jour au lendemain, s'érode du jour au lendemain, et par conséquent, l'économie devient de plus en plus volatile et instable. Pourquoi? Parce qu'on ne sait maîtriser avec efficacité, n'est-ce pas, le cours des produits, le cours des prix des biens et services à l'échiquier national si votre économie est extravertie. À la suite, évidemment, de l'extraversion de notre économie, aujourd'hui, on a du mal, n'est-ce pas, à nous contenir. Ajouter à cette évidence le fait qu'aujourd'hui, en RDC, on déplore le fait que tout ce que l'on consomme vient de l'extérieur. Imaginez qu'on dépense 7 milliards de dollars américains l'an pour exporter le produit agroalimentaire. C'est antipodique au regard, évidemment, de tout ce que nous avons comme potentialité. Tout à fait. Donc, tout ça, ça fait partie, au fait, d'énormes défis, n'est-ce pas, qui doivent être, n'est-ce pas, évidemment, il doit surmonter tous ces défis-là pour faire en sorte que, n'est-ce pas, que l'on redresse tant soit peu notre économie qui est tout autant chancelante. Tout à fait. En fait, au-delà de cet aspect de choses, également, il faudrait noter le fait qu'aujourd'hui, on a du mal, n'est-ce pas, à produire. On ne sait pas produire. Ça aussi, c'est un autre un facteur important dans la condition mauvaise de notre monnaie, notamment. Voilà. Et puis, encore faut-il ajouter le fait qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation est très faible. Très faible. Très faible. Vous ne verrez pas un Congolais lambda. En fait, si on peut le dire en termes de pondération, il n'y a pas plus d'un Congolais sur 5, n'est-ce pas, qui ont des comptes bancaires. C'est un constat écœurant qui fait en sorte que, n'est-ce pas, le secteur bancaire ne soit pas aussi dynamique que possible. Mais encore faut-il ajouter le fait que ceux-là, comme je l'ai venu tantôt de le relever ici, qui ont des comptes bancaires, mais ils les font comment? Les opérations bancaires, toutes se font en devises étrangères. Tout à fait. Et donc, ça fait partie, n'est-ce pas, d'une litanie d'autres problèmes, d'une litanie d'autres défis que, en tout cas, l'on doit en tout cas relever ici en République du Congo pour faire en sorte que, n'est-ce pas, le secteur économique soit tout autant dynamique comme on le constate à l'extérieur ou encore dans d'autres pays, même au niveau de l'Afrique. Effectivement, donc voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces sujets. Donc André Wameso, jusque-là directeur des cabinets adjoints en charge des questions économique et financière au sein du cabinet du président de la République, devient donc le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo. Plusieurs défis l'attendent justement et nous suivrons de près l'évolution de la situation de la Banque centrale du Congo et donc des défis qui l'attendent. On reste
reste justement toujours dans les secteurs bancaires pour parler d'un autre acteur majeur de l'écosystème bancaire de la République démocratique du Congo, mais qui a pratiquement disparu des radars au fil des années. Il s'agit de la CADECO. Vous le connaissez justement, la Caisse générale d'épargne du Congo. Pour sa redynamisation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à des nominations à la tête de cette structure financière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chef de l'État a opté pour l'expérience, puisque celle qui vient de quitter la tête de la Banque centrale du Congo, Esther Malangou Kabedi, prend désormais la tête du conseil d'administration de la CADECO, et l'ex-directeur général de Equity BCDC prend la direction générale de la CADECO, justement. Mais comment et pourquoi la CADECO a sombré au fil des années? C'est ce que nous allons voir dans cet élément et on se retrouve après pour en parler. La Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, autrefois pilier de l'épargne nationale, cherche désespérément à redorer son blason. Longtemps reléguée aux oubliettes, cette institution financière publique, jadis votre banque de famille, a sombré dans une inefficacité chronique et une faillite de fait, reflétant le mot profond ayant gangréné le secteur public congolais. Mais un signal fort a été envoyé avec l'arrivée récente des figures des pros comme Malangou Kabedi Mbouyi à la présidence du conseil d'administration et Célestin Moukeba, ex-directeur général de l'Equity BCDC à la direction générale. Un vent d'espoir souffle désormais sur ces agences. Fondée en 1950, la CADECO jouissait d'une position privilégiée, collectant l'épargne de Congolais et finançant de projets nationaux. Mais au fil de décennies, cette institution a glissé vers la déliquescence, minée par un cocktail dévastateur de facteurs internes et externes. Au cœur de la défaillance, la mauvaise gestion a été le cancer de la CADECO. De révélations récurrentes ont fait état des détournements de fonds et des corruptions, sapant directement ses fonds propres et la confiance des épargnants. L'octroi des crédits douteux, souvent motivé par le clientélisme politique plutôt que par la prudence financière, a gonflé un portefeuille de prêts non performants, irrécouvrables, mais qui ont fini par asphyxier la rentabilité. La CADECO était devenue une vache à lait pour certains, pas une banque pour tous, confie sous couvert d'anonymat un ancien cadre. L'institution a également souffert d'un déficit criant de capitalisation. Incapable de récapitaliser ses fonds propres, souvent négatifs, elle n'a pas pu investir. Conséquence, deux infrastructures vestustes, un manque cruel d'investissement technologique et des opérations manuelles d'un autre âge. Là où la banque privée proposait la banque en ligne et des services rapides, la CADECO sombrait dans une lenteur administrative sans qualificatif. Pire encore, deux rapports ont même indiqué qu'elle n'aurait plus des comptes opérationnels à la Banque centrale du Congo, une anomalie grave pour toute institution financière. L'instabilité politique et les conflits armés, notamment dans l'est du pays, ont forcé la fermeture de nombreuses agences, privant les populations d'accès à leurs épargnes. Parallèlement, l'émergence d'un secteur bancaire privé dynamique et mieux géré a achevé la CADECO. Face à des géants comme Equity BCDC ou Robank, l'institution publique n'a pas pu rivaliser, perdant ses clients et sa crédibilité. Après 2 années d'agonie, le récente nomination donne un signal fort de la part des autorités, signe d'une volonté manifeste de ranimer cette institution. L'arrivée de Malangou Kabedi à la présidence du conseil d'administration n'est pas passée inaperçue. L'ancienne gouverneure de la Banque centrale du Congo est le crédité d'avoir stabilisé la monnaie nationale dans un contexte difficile. Son expérience à la tête de l'autorité de régulation, sa rigueur et sa connaissance intime des défis du système financier congolais en font un atout majeur pour superviser la restructuration de la CADECO. Sa nomination est un gage de crédibilité et un appel à la bonne gouvernance. À ses côtés, la désignation de Célestin Moukeba au poste de directeur général est perçue comme
un coup de maître. Ancien DG d'Equity BCDC, l'une des banques commerciales le plus dynamiques et performantes du pays, Moukeba apporte avec lui une expertise managériale de pointe, une connaissance approfondie des opérations bancaires modernes et une capacité avérée à transformer les institutions financières. Son profil, alliant vision stratégique et pragmatisme opérationnel, est jugé idéal pour insuffler une nouvelle culture d'entreprise au sein de la CADECO et la repositionner sur l'échiquier financier national. Leur mission commune est claire: restructurer en profondeur une institution lourdement endettée, récapitaliser ses fonds propres pour la rendre viable, moderniser ses opérations et surtout restaurer la confiance des Congolais dans une banque qui fut leur point de référence. Les attentes sont immenses pour ce tandem qui devra prouver que l'expérience du public et du privé peut converger vers la réussite. Alors, Tony Antoine Dibendila, on vient de le voir, la CADECO qui est pratiquement un acteur majeur également dans l'écosystème bancaire de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne, vous l'avez évoqué ici précédemment, l'inclusion financière, mais elle a totalement disparu des radars au cours de ces dernières années. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, je commence par signifier un fait. On a évoqué d'ailleurs la nomination de l'ancienne gouverneure de la PCC, Mme Kabedi, comme PCA à la Caisse d'épargne du Congo. Mais nous savons que la Caisse d'épargne du Congo n'est restée que du nom. Ça n'existe quasiment plus. C'est une entreprise en faillite qui n'est même plus contrôlée par la Banque centrale. La Banque centrale du Congo, c'est une entreprise qui a du mal à gérer ses propres opérations. Aujourd'hui, c'est en faillite, mais non déclaré. Mais ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas quasiment généralisé pour les entreprises et établissements du portefeuille de l'État congolais. Nous avons tous suivi les derniers états généraux des entreprises et établissements publics du portefeuille il n'y a pas longtemps. Et plusieurs réformes, plusieurs recommandations ont été mises sur pied, en fait, ont été annoncées. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, des réformes proposées tardent à venir, à être mises en exécution. Tout à fait. Et je disais que c'est un cas généralisé, au-delà du fait que... Ce n'est pas un cas isolé, vous voulez dire. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas généralisé pour plusieurs entreprises du portefeuille, plusieurs établissements publics. Des examens approfondis ont été faits au cours des états généraux des entreprises du portefeuille, je l'ai dit en décembre 2024, et il est ressorti qu'il y avait véritablement question d'une gestion chaotique, manque de performance. Ces entreprises-là ne font quasiment plus de recettes, une gestion politisée des entreprises. C'est-à-dire que les problèmes sont connus. Il y a eu des diagnostics précis, les problèmes ont été placés sur la table et des réformes mais également proposées, mais jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mois après, on ne voit jusque-là rien n'est arrivé. CADECO, c'est un cas, il y a plusieurs autres entreprises. J'évoque également, il n'y a pas longtemps, nous avons tous pu lire et exploiter d'ailleurs à Ecofin Télévision la situation de Gécamine par exemple. Il y a eu un rapport, un rapport parlementaire, un rapport à l'Assemblée nationale où on s'est rendu compte que les gestionnaires n'étaient même pas sur place, Gécamine, qu'il y avait une gestion chaotique, de l'opacité. En tout cas, c'est une situation généralisée. C'est une situation généralisée dans les entreprises. Mais aujourd'hui... D'où la disparition, c'est ça quand même qui intrigue. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, on dit comment est-ce qu'on y est arrivé. Mais c'est une situation de plusieurs faiblesses. J'ai évoqué la gouvernance chaotique, j'ai évoqué même les profils des personnes qui gèrent les entreprises publiques. Nous savons qu'ils sont désignés par les partis politiques. Ce n'est pas forcément des gens qui maîtrisent les secteurs. C'est parce qu'on est proche de tels leaders politiques, proche de telle autorité morale. On se retrouve à la tête d'une entreprise ou président du conseil d'administration d'une entreprise quelconque qui exige beaucoup de technicité. Tout à fait. On voit comment est-ce que la personne nommée se transforme du jour au lendemain, mais que l'entreprise reste dans une situation chaotique. Et au-delà de ça,
il y a un sérieux problème des chiffres. Qu'est-ce qui prouve réellement que ces entreprises-là sont également en situation de détresse? Parce que le gouvernement, via le Premier ministre au cours d'un conseil des ministres, a c'est qu'il y a un trafic des chiffres. Voilà, mais ce n'est pas même moi qui l'ai dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Qu'est-ce qui prouve que ces entreprises-là sont véritablement en détresse? Parce que le Premier ministre avait constaté même qu'il y a manipulation des chiffres. Les données avancées n'étaient pas vraies. Elle a exigé qu'il y ait plus de contrôle, ainsi de suite. Et d'ailleurs, même l'inspection générale des finances, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, je crois d'ici, il y a quelques jours, les présidents du conseil d'administration des entreprises du portefeuille se sont rendus à l'inspection générale des finances dans l'idée de créer ce qu'ils appellent un cadre de dialogue constructif. Mais nous savons que l'IGF également sous Gilles Alinguet et même actuellement, il y a la patrouille financière. Mais justement parce qu'on se rend compte que les chiffres parfois présentés ne sont pas crédibles. Et donc c'est cela aussi le vrai problème. Donc Cadeco, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas généralisé. Tout à fait, ce n'est pas un cas isolé, Igor Biwaka. On sait que la mission fondamentale de la Cadeco, c'est la récolte de l'épargne, auprès notamment des ménages. Et l'une de ses missions principales, c'est l'inclusion financière, on l'a évoqué ici, aller jusque dans les milieux reculés pour permettre cette inclusion financière-là tant recherchée. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas où, si vous allez par exemple dans une ville comme le Mbuji-Mayi, Kananga ou Lubumbashi, on ne savez même pas où se trouve le siège de la Cadeco. Et même ici à Kinshasa, très peu sont ceux-là qui connaissent. Mais qu'est-ce qui explique cette disparition des radars complète de la Cadeco du système bancaire, enfin pas du système bancaire, mais du mémoire, de la mémoire collective des Congolais, on peut le dire ainsi. Vous savez, Patrick Lumbala, on l'a évoqué ici, il y a un problème de leadership managérial à la tête, n'est-ce pas, de la Cadeco. Et cela a fait en sorte que, n'est-ce pas, la plupart de ses missions principales et même fondamentales, on a pu s'en passer. Vous avez évoqué Mbuji-Mayi, même à Kinshasa, ici, beaucoup d'entre nous ne savent même pas les missions régaliennes et principales de la Cadeco. Pourtant, la Cadeco, comme vous l'avez tantôt évoqué ici, a pour mission principale, évidemment, de promouvoir l'épargne, tout en sachant pertinemment que l'épargne, c'est un vecteur de croissance économique. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, dis-moi ces Congolais-là, qui a ses comptes, qui a ses parts, qui a ses actifs dans la Cadeco, ils ne sont pas là. Voyez-vous? Donc, du coup, par ces manques de leadership, les missions qui ont été préalablement assignées à la Cadeco, ça s'amenuise, s'efface. S'efface, pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème sérieux. Alors, le choix aujourd'hui, n'est-ce pas, les Kabedi Malangou à la tête, comme PCA évidemment. Et Célestin Moukeba. Comme PCA de la Cadeco, mais également Célestin Moukeba, qui a été également directeur des Equity BCDC. C'est en fait un choix, je dirais, beaucoup plus stratégique. Un choix stratégique qui, n'est-ce pas, va amener de l'expérience et de l'expertise, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement de la Cadeco. Et surtout la relance, parce que... Évidemment, la relance, on peut mettre le moyen financier, mais tant qu'on n'a pas une expertise requise pour faire fonctionner les choses, pensez-vous que ça va aboutir à quelque chose? Non, c'est zéro, voyez-vous. Donc, il était urgent et important, n'est-ce pas, de mettre des profils qu'il faut à la tête de cette institution-là. C'était plus qu'urgent de les faire. Et comprenant cette évidence, je pense bien que le président de la République a misé sur cela. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, lui-même l'avait dit. La Cadeco est placée sous tutelle du ministère du Portefeuille. Lui-même l'avait dit, on a organisé les étages du portefeuille. On a vu qu'on avait identifié, n'est-ce pas, une certaine défaillance de la plupart, n'est-ce pas, des structures étatiques de la République démocratique du Congo qui ne contribuaient presque plus, n'est-ce pas, à la croissance économique du pays. Donc, il était important, en fait, de restructurer, de réévaluer la mission ou les missions de toutes ces structures-là. On parle aujourd'hui de Cadeco, mais il n'y a pas que Cadeco. Il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, entreprises qui souffrent de ces manques de leadership visionnaire et managériel, Patrick Lumbala. Mais il n'y a pas plus longtemps qu'hier, on a d'ailleurs parlé lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, où le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, a présenté dans sa note d'information la nécessité de récapitaliser la société Grand Hôtel Congo SA, où l'État a 50% de ses parts. Mais avec 50% de ses parts, on a du mal, n'est-ce pas, à capitaliser ces bénéfices, ces gains qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, et on doit résoudre ipso facto ces problèmes pour permettre à ce que toutes les entreprises publiques puissent contribuer efficacement.
pour toutes ces entreprises publiques puissent être des épines dorsales sur laquelle repose même l'économie de la République démocratique du Congo. Il y a encore une autre émission, Patrick Lumbala, une autre émission qui est assignée à la CADECO, qu'on ne sait même presque pas. Elle a pour mission également d'assister les régies financières dans la mobilisation des recettes. Dans la mobilisation de recettes. Mais est-ce qu'elle le fait? Si déjà, pour aider, accompagner les populations qui ont du mal à accéder, à avoir des comptes bancaires, elle n'arrive pas à accomplir cette mission-là, mais comment elle va réussir, n'est-ce pas, à accompagner le régime financier dans la mobilisation des recettes? Mais dans certains milieux reculés du pays, la CADECO est pratiquement confondue à une structure de collecte des recettes, tout simplement. Certainement, c'est à cause justement de tous ces embroglios, puisque déjà, elle n'arrive plus à faire la mission principale qui lui a été assignée, et par conséquent, elle se rabat sur les missions auxiliaires, et elle prend statut, n'est-ce pas, de ces missions-là. Elle ne peut pas collecter, elle n'a pas mission de collecter, n'est-ce pas, les recettes, je ne sais quoi. Elle, sa mission, c'est d'accompagner les régies financières dans la mobilisation des recettes. Effectivement. Une mission qu'elle n'arrive pas à accomplir. Tout à fait. Tony Dibendila, est-ce que la CADECO, on parle de la faillite, mais est-ce qu'elle ne fait pas aussi les frais du fait que l'État l'a complètement abandonné? On voit par exemple que l'État favorise, on peut le dire ainsi, les banques commerciales, notamment en ce qui concerne la paye des agents de l'État. On sait que ça constitue un marché important pour la majorité des banques commerciales. Pourquoi ne pas prendre ces marchés-là et attribuer cela à la CADECO pour le permettre d'avancer? Ben moi, je crois qu'aujourd'hui, la question que nous devons plus nous poser, c'est à quand la mise en place, la mise en œuvre des réformes exigées lors des États généraux du mois de décembre. Par exemple, il y en a eu plusieurs, mais les principales réformes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a exigé une réforme et une gouvernance axée sur la performance, par exemple. On a exigé la transparence dans la gestion de ces entreprises-là, l'autonomie financière de ces entreprises-là, mais aussi la nomination des gestionnaires sur base du mérite, c'est-à-dire des personnalités qui sont capables de gérer ces entreprises de l'État. Nous devons d'abord, c'est-à-dire dépolitiser ces entreprises qui doivent devenir des entités productrices des revenus, qui ne soient pas des entreprises qui, à chaque fois, doivent être dopées par l'État, soutenues par l'État. Mais ça, c'est quasiment du gaspillage, parce qu'en réalité, ça existe parce que l'État voudrait tirer plus des revenus vis-à-vis de ces entreprises-là, et la CADECO n'est pas épargnée. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la véritable question, ce n'est plus soulevé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un ensemble de faiblesses. L'État a ses responsabilités, les gestionnaires également ont leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait commencer quelque part. Quelque part, il y a eu les travaux des États généraux. Plusieurs acteurs ont exposé, c'est-à-dire il y a eu des contenus, il y a eu des recommandations, il y a eu des réformes qui sont obligatoires pour faire sortir ces différentes entreprises publiques, mais aussi les établissements publics de la situation actuelle. Mais est-ce qu'il y a de la volonté politique? C'est ça la question. Il y a de la volonté politique pour y parvenir. C'est cela toute la question. Parce que visiblement, on a l'impression que les nominations continuent à obéir à l'ancien système. On a l'impression que le désintérêt est total. On nous dit que ces entreprises-là sont dans des situations de détresse, mais au même moment, on voit ces entreprises mobilisées à quelques 2, 3, 4 jours, plus de 25 millions de dollars pour dire que voilà, on veut soutenir l'effort de guerre. C'est-à-dire, on s'est dit quelque part que les chiffres peuvent être véritablement trafiqués. C'est-à-dire que s'il y a donc obligation de la transparence en termes de gestion, il y a obligation du mérite des gestionnaires. On ne peut pas prendre les gestionnaires n'importe comment parce qu'il est proche de celui-ci ou proche de celui-là, parce qu'aujourd'hui il faut quand même aussi reconnaître, Tony Dibendila, que l'État quelque part a abandonné. Mais la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée.
Parce qu'on parle par exemple en termes de refinancement. Une banque sans base financière solide, ben, c'est compliqué. Mais c'est ce que j'ai dit, ben, l'État a plusieurs défis, a plusieurs responsabilités aussi, y compris de la faillite de la CADECO, mais aussi des autres entreprises ou établissements publics. Et donc, déjà, si on veut rester dans les statu quo, continuer à indexer l'État, on va se poser une question. Aujourd'hui, ces mêmes républiques à organiser ces États généraux. J'insiste là-dessus, parce que c'est l'unique thérapie que nous avons aujourd'hui, que nous devons en tout cas activer. C'est l'unique thérapie. Mais si nous tardons à guérir, nous connaissons ce qui doit être la guérison de nos entreprises et établissements publics. Mais on ne veut pas appliquer cette thérapie, ça ne viendra pas du ciel. C'est justement à ces niveaux-là que se pose la question, à quand la mise en œuvre des réformes proposées comme solution lors des États généraux de décembre 2024. Je pense qu'on va poser la question aux personnalités, notamment à Patrick Ngolo, qui nous suit justement. Alors, Igor Biwaka, est-ce que la CADECO, sa disparition, sa faillite, défaite, comme on l'a dit ici, n'est pas aussi due au fait que, l'État l'a abandonné, il n'y a plus pratiquement de dynamisme et de compétitivité de dynamisme au sein même de la CADECO, ce qui fait qu'avec l'avènement de plusieurs acteurs sur le marché bancaire, des banques commerciales, elle fait les frais justement parce que ces banques-là, elles sont dynamiques, elles migrent dans les numériques et consorts, mais on voit la CADECO, elle est toujours dans les systèmes archaïques. Est-ce qu'elle ne fait pas les frais aussi de la concurrence très rude sur le secteur bancaire en RDC? Vous savez, Patrick Lumbala, je voudrais d'abord relever en fait ici, déjà par le fait que, n'est-ce pas, aujourd'hui on trouve de nouveaux animateurs à la tête de la CADECO, cela prouve à suffisance que quand même il y a une volonté de la part de la relance, n'est-ce pas, de cette entreprise évidemment. Il y a quand même cette volonté, pourquoi? Parce que si on n'avait pas cette volonté-là, on allait rester dans ces statu quo, dans ces narratifs, n'est-ce pas, de statu quo qui fait en sorte que, n'est-ce pas, on croit que l'État a complètement abandonné en fait la CADECO. Mais cet abandon, n'est-ce pas, de la CADECO, si on va remonter les choses, c'est en partie à cause de qui? Mais c'est à cause des animateurs qui étaient à la tête, n'est-ce pas, de ces entreprises-là. Ils n'ont rien prouvé, ils n'ont rien montré. Et c'est à la suite de eux qu'aujourd'hui la CADECO s'est complètement effacée des radars. Des entreprises qui peuvent booster, qui peuvent complètement soutenir même le financement de certains projets. Vous en souviendrez quand c'était encore CADESA. Quand c'était encore CADESA à l'époque, on voyait les projets qui, n'est-ce pas, ils soutenaient les projets. Comment ils soutenaient même les petites et moyennes entreprises. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, mais dites-moi encore quel projet actuellement est financé par la CADECO. C'est une chimère, pour ne pas dire une utopie. Donc, comme pour dire qu'elle s'était complètement effacée des radars, et donc c'était plus qu'important et plus que nécessaire, n'est-ce pas, de redynamiser la CADECO. Alors, partons du secteur bancaire, Patrick Lumbala, on a un sérieux problème en RDC. Le secteur bancaire est tenu par des expatriés. Mais dites-moi une seule banque commerciale congolaise. On n'a même pas une seule banque commerciale congolaise. Voyez-vous? Donc, au regard de tout cela, la présence évidemment surabondante des banques commerciales. On avait parlé d'ailleurs que le secteur bancaire en RDC est aujourd'hui pris en otage, notamment par les acteurs kenyans, les Nigérians. Certainement, ça complique les choses. Même des Camerounais, des Gabonais également. Certainement, ça complique les choses. Et cela ne permet pas, n'est-ce pas, un regard, je dirais, patriotique de Congolais, de pouvoir voir si on peut également mettre nos actifs dans une société, dans une entreprise qui s'apparenterait financière ou non financière. Non, on n'a plus cette volonté-là parce qu'on fait confiance plus aux banques qui sont étrangères, qui, n'est-ce pas, remplissent le sol congolais. Et on a plus confiance à ces banques-là que de tourner le regard vers des institutions non financières congolaises. C'est complètement impossible. Donc aujourd'hui, c'est plus que nécessaire, plus que urgent de relancer la CADECO, de faire en sorte que la CADECO soit beaucoup plus dynamique, qu'elle contribue, n'est-ce pas, efficacement à l'exécution, mais également à l'accomplissement de ces missions, dont évidemment, comme vous l'avez dit, le financement de certains projets majeurs et même mineurs au sein de la capitale, au sein du pays, et même sur toute l'étendue du territoire national, de promouvoir la culture de l'épargne. Je l'ai tantôt dit ici que l'épargne... Vous parlez de la promotion de la culture de l'épargne, mais on sent également qu'au sein de la CADECO, il n'y a
pratiquement pas les services des communications. Voilà. La CADECO elle-même n'est pas connue. C'est toute le faille qui montre en fait l'insuffisance, qui montre en fait que la CADECO était complètement hors radar, hors circuit de la République démocratique du Congo. Donc c'est une entreprise qui doit donc renaître de ses cendres pour prouver en tout cas qu'elle peut faire quelque chose de mieux afin de contribuer efficacement à la croissance économique. Effectivement, la CADECO doit renaître de ses cendres. Tony Dibendila, quel avenir, quelle chance pour Malangou Kabedi et Célestin Moukeba? Non, je ne peux pas accorder des chances là où la chance n'arrive pas. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous devons en tout cas espérer que l'État mette enfin en œuvre les recommandations, les réformes exigées, adaptées pour faire sortir l'ensemble des entreprises et établissements du portefeuille de l'État dans la situation de précarité, dans la situation des faillites actuelles. Donc c'est ce que je voudrais demander aux responsables du secteur du portefeuille, mais aussi au gouvernement de la République, en tout cas, d'accélérer les choses et de faire en sorte que nos entreprises prennent du souffle et qu'elles reprennent véritablement leur poursuite vers plus de revenus en faveur du trésor public. Tout à fait. Et donc le message est tombé sûrement dans les bonnes oreilles. Et on change tout de suite des chapitres pour aborder cette fois échanges bilatéraux. La RDC et les Émirats Arabes Unis vont finalement signer un accord de partenariat économique global. Et cela après, tenez-les bien, 2 ans de travaux et de discussions. Cet accord qui est considéré comme un cadre structurant pour les échanges et les investissements et dont la signature officielle interviendra entre août et septembre 2025. Pourra-t-il permettre à la RDC de rééquilibrer sa balance commerciale, déséquilibrée, en tout cas déficitaire, avec les Émirats Arabes Unis? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet élément. Et on se retrouve après pour en parler. Un accord historique est sur le point d'être scellé entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis. Après 2 années de négociations intensives, ces 2 nations s'apprêtent à signer un accord de partenariat économique global, marquant un tournant décisif dans leurs relations bilatérales. Mais à quoi peut-on s'attendre concrètement de ces rapprochements? Cet accord, dont le détail précis devrait être révélé lors de la signature officielle, est bien plus qu'une simple entente commerciale. Il s'inscrit dans une vision stratégique de 2 pays de diversifier leurs économies et de renforcer leur positionnement sur la scène internationale. Pour la République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, mais en quête de capitaux et d'expertise, les Émirats Arabes Unis représentent un partenaire idéal pour le développement de ces secteurs clés. Pour les Émirats Arabes Unis, toujours à l'affût de nouvelles opportunités d'investissement et de diversification loin des hydrocarbures, la RDC offre un potentiel immense et encore largement inexploité. Plusieurs secteurs devraient bénéficier de cet accord avec des retombées attendues pour les populations de 2 pays. Tout d'abord, le mine et hydrocarbures, la République démocratique du Congo, un géant minier, dispose également de réserves pétrolières. Les Émirats Arabes Unis, avec leur expertise en extraction, transformation et commercialisation, pourraient apporter des investissements massifs et des technologies de pointe pour optimiser l'exploitation de ces ressources. On peut s'attendre notamment à la création d'emplois locaux. Dans le secteur de l'infrastructure, le développement de la République démocratique du Congo est intrinsèquement lié à la modernisation de ces infrastructures. Les entreprises émiraties, reconnues pour leur savoir-faire en matière de grands projets d'ingénierie, pourraient jouer un rôle majeur dans la construction et le financement de ces infrastructures vitales, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les transports de marchandises et de personnes. Dans le secteur de l'agriculture, la République démocratique du Congo possède d'immenses terres arables et un potentiel agricole sous-exploité. Les Émirats Arabes Unis, qui dépendent fortement des importations alimentaires, pourraient investir dans l'agriculture congolaise pour assurer leur sécurité alimentaire, tout en contribuant au développement rural de la République démocratique du Congo, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Dans le secteur du tourisme et services, bien que moins développés, le tourisme et le service pourraient également bénéficier d'investissements émiratis avec des opportunités dans l'hôtellerie, le parc national et d'autres attractions touristiques. Pour la République démocratique du Congo, cet accord est porteur d'espoir. On peut anticiper des investissements directs étrangers significatifs, transfert des technologies et savoir-faire, création d'emplois,
croissance économique accélérée et diversification économique. Pour les Émirats arabes unis, ces partenariats représentent un accès de matières premières stratégiques, de nouvelles opportunités d'investissement, le renforcement de leur influence en Afrique et sécurité alimentaire renforcée. Bien sûr, tout accord de cette envergure comporte des défis. La République démocratique du Congo devra s'assurer que les termes de l'accord sont équitables et bénéfiques pour sa population et qu'une attention particulière est portée à la protection de l'environnement et au respect des droits de l'homme. La transparence et la lutte contre la corruption seront cruciales pour garantir le succès à long terme de ces partenariats. La signature de cet accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ouvre une nouvelle ère de coopération mutuellement bénéfique, promettant des investissements substantiels, un transfert des savoir-faire et un développement socio-économique significatif pour la République démocratique du Congo, tout en offrant aux Émirats arabes unis de nouvelles avenues de croissance et de diversification. Les yeux sont désormais rivés sur la cérémonie des signatures, attendant avec impatience la révélation de termes précis de cette entente historique. Voilà donc pour les échanges et la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Les travaux ont donc officiellement pris fin à Dubaï et Igor Buaka. La signature interviendra d'ici août ou septembre de manière officielle entre les deux pays. À quoi devons-nous nous attendre? Vous savez, Patrick Lumbala, c'est une bonne nouvelle, si on peut le dire ainsi. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous avez la République démocratique du Congo, un pays qui a beaucoup de défis, d'énormes défis en tout cas, en termes de perspectives de développement et autres. Et d'autre part, vous avez les Émirats arabes unis, un pays qui aujourd'hui s'apparente comme étant un Eldorado. Un Eldorado, effectivement. Un Eldorado, vu évidemment de sa croissance économique. Aujourd'hui, son PIB nominal avoisine 530 milliards de dollars américains. Alors que les nôtres, il est à 70 quelques. Ce n'est pas rien, Patrick Lumbala. Alors, entrevoir, n'est-ce pas, à long terme, de perspectives économiques qui se veulent être globales avec ces pays, ça ne peut que faire rêver. Tout à fait. Alors ça doit faire rêver, mais au-delà, n'est-ce pas, de ces rêves. Pourquoi? Parce que c'est avec des si que l'on mettrait Paris en bouteille, c'est-à-dire qu'avec des si qu'on arrive, n'est-ce pas, à pouvoir concrétiser ce que l'on aspire avec beaucoup plus de volonté. Aujourd'hui, les autorités congolaises, Patrick Lumbala, se voient dans l'obligation de pouvoir s'activer pour le développement de la République démocratique du Congo. Déjà, j'ai fait un petit parallélisme entre les deux pays. Mais si on veut être historiciste, vous vous en souviendrez que la RDC, on a accédé, n'est-ce pas, à la souveraineté internationale depuis 1960. Et que les Émirats arabes unis, c'est à peine en 1971 qu'ils ont pu accéder, n'est-ce pas, à la souveraineté internationale. C'est-à-dire, en termes, je dirais, des comparaisons à titre des souverainetés internationales en termes d'années, on est beaucoup plus vieux que les Émirats arabes unis. Alors, mais comment concevoir le fait qu'aujourd'hui, que l'on se rende auprès, n'est-ce pas, de ces jeunes pays pour demander de l'expertise. Mais vous savez, Patrick Lumbala, loin en fait de cette évidence, je ferme rapidement la parenthèse, il y a nécessité pour le pays de pouvoir collaborer avec les Émirats arabes unis. Pourquoi? Ce sera en fait un partenariat gagnant-gagnant. Ce sera en fait, il y aura de l'équilibrisme dans ces partenariats. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, ce dont on a besoin des Émirats arabes unis, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience dans beaucoup de secteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'économie émiratie est tenue par quoi? Est tenue par le secteur des hydrocarbures. Pourtant, en RDC, nous avons autant de potentiel, n'est-ce pas? Nous avons autant de blocs gaziers, autant de blocs pétroliers qu'on n'arrive pas à exploiter. Donc, c'est-à-dire que par moment, on n'a pas assez d'expérience là-dessus. Alors, pourquoi ne pas bénéficier, n'est-ce pas, de l'expérience des Émirats arabes unis? Même également les Émirats arabes unis, dont l'économie également repose sur le secteur des hydrocarbures, eux aussi, ils ont un défi. Donc, on a un défi commun. C'est même le sens, n'est-ce pas, de cette coopération globale. Le défi commun, c'est quoi? Nous, notre défi, c'est diversifier l'économie nationale. Et leur défi, c'est également diversifier l'économie nationale. Eux, ils ont quand même réussi à les faire déjà. C'est en cours. Non, on n'a pas réussi, Patrick Lumbala. C'est en cours. Voyez-vous, diversifier le tourisme, c'est vrai. Mais ce tourisme-là est alimenté par quel secteur? Si ce n'est pas le secteur des hydrocarbures, Patrick Lumbala. C'est le pétrole.
Voyez-vous, c'est le pétrole qui tient ces pays-là. Si aujourd'hui, les réserves pétrolières qui alimentent ces pays venaient à s'épuiser, mais vous verrez, ce sera un flop. Déjà, ils le savent, puisqu'eux, ils ne pensent pas à court terme. Ils pensent à long terme. Donc, ils sont en train de voir à long terme, à 100 ans, après 100 ans, après 50 ans, que sera en fait le réserve et les ressources pétrolières qui sont en train d'avoir. D'où l'urgence de diversifier l'économie. Et quelle est l'option qui s'apparente? L'option la plus plausible qui s'apparente pour les Émiratis, c'est en fait le secteur de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, qui parle de l'intelligence artificielle, voilà les technologies. Mais les technologies, ça rime avec quoi? Quand on parle de technologies, on voit filigrane les mines. Les mines stratégiques, des minerais critiques, stratégiques, dont le cobalt, le cuivre, le lithium et autres. Mais qui en possède à foison? J'aime bien dire ça. Qui en possède à foison? C'est la République démocratique du Congo. Et nous, donc, de notre côté, on aurait également besoin, n'est-ce pas, de l'expertise de ces pays-là pour voir comment organiser le secteur, n'est-ce pas, minier, comment même organiser évidemment le secteur du commerce, je dirais, numérique, puisque c'est un pays dont en fait la technologie a atteint une certaine proportion beaucoup plus élevée. Pourtant, chez nous ici, on a encore un problème d'infrastructure numérique, on a un problème, je dirais, de pénétration d'Internet. Donc, tous ces défis-là réunis font en sorte qu'on puisse mettre sur la table des échanges des problèmes beaucoup plus palpables, des problèmes beaucoup plus pragmatiques qui seront débattus sur la table des échanges et qui feront en sorte que la République démocratique du Congo puisse également bénéficier des Émirats arabes unis, de beaucoup d'autres n'est-ce pas, expériences, de beaucoup d'autres secteurs, question d'alimenter également son secteur économique. Tout à fait. Tony Dibendila, on parle de l'accord global économique, de partenariat global économique entre la RDC et les Émirats arabes unis, avec en toile de fond notamment rééquilibré. On va dire, on parle de la balance commerciale qui est déficitaire jusque-là pour la RDC. Mais bien sûr, on sait que chaque année, il y a des centaines de milliers de Congolais qui se rendent à Dubaï, qui achètent des marchandises et qui viennent les revendre ici, dont cette balance déficitaire. Mais la RDC va mettre quoi sur la table? Seulement les mines pour équilibrer cette balance? La RDC a beaucoup d'atouts. Je rappelle que les Émirats arabes unis font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les monarchies pétrodollars. Tout à fait. Ils ont des liquidités et aujourd'hui ils sont en train d'investir à l'étranger. D'ailleurs, les Émirats font partie des plus gros investisseurs souverains dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en RDC, on sait qu'il y a, par exemple, DP World. Ça fait partie des investissements aussi des Émirats arabes unis. Et nous savons que parmi les différents secteurs où les Émirats investissent, il y a la construction, l'immobilier, il y a l'énergie, et voilà, et les Congo, il y a l'agro-industrie, la sécurité alimentaire, ce sont des atouts. On prend par exemple l'aspect sécurité alimentaire. On sait que la République démocratique du Congo a fait, avec ses 80 000 hectares de terres arables, c'est un atout très important. Ce sont des choses que nous mettons concrètement sur la table. Nous savons aujourd'hui avec les ports en eau profonde des bananes, c'est un atout. Nous avons sur la table et ils ont accepté d'investir. Déjà, c'est une première expérience. On rappelle que l'entreprise qui construit est Emirati. Emirati, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'investissement et c'est une première expérience que les Émirats acceptent de construire des infrastructures d'une telle envergure. C'est-à-dire qu'une fois que ce projet est une réussite, ça pourra ouvrir la porte à d'autres investissements encore plus importants. Et donc, il était opportun aujourd'hui qu'il y ait un accord qui va définir les cadres et qui pourrait séduire davantage les Émirats pour venir vers le Congo. Nous avons des atouts. Nous savons que en Afrique, nous faisons partie de quelques pays qui attirent les Émirats, comme l'Angola, comme le Nigeria également. Et donc, nous devons prendre conscience à ce niveau-là et regarder de plus près nos atouts. Je l'ai ici cité, par exemple, pour la question de la sécurité alimentaire, la question de l'agro-industrie. Nous avons évoqué la question de l'énergie. D'ailleurs, que nous savons avec l'énergie, les Congos est un véritable chantier. Il n'y a que moins de 10% de la population ou de la population qui a accès au courant électrique, par exemple. Et donc, c'est aussi un secteur, surtout que la RDC a déjà libéralisé le secteur de l'électricité, par exemple. C'est aussi un secteur ouvert où les Émiratis peuvent venir mettre des moyens. Et nous savons en parallèle de cela qu'il y a une sorte de soutien aussi des Émirats arabes unis au regard du processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, on voit que
les pays profondément s'intéressent véritablement à la RDC et nous avons des atouts à mettre sur la table parce que ce qui est vrai, nous n'avons pas de dollars comme les Émirats arabes unis. Ils vont apporter des liquidités et nous allons mettre sur la table nos atouts. Tout à fait. Un partenaire fiable, les Émirats arabes unis pour la RDC. Évidemment, Patrick Lumumba, au regard, comme on l'a tantôt dit, si je ne veux pas revenir sur les potentialités qui s'offrent à nous, mais également, il faudrait évoquer, c'est puisque j'avais dit que les Émirats arabes unis, c'est un pays attractif, n'est-ce pas, également des touristes, mais déjà par l'ouverture de la ligne aérienne Kinshasa-Dubaï, ça va de part et d'autre booster en fait le commerce, ça va de part et d'autre redynamiser en fait le secteur touristique, mais également le commerce entre les échanges commerciaux entre les deux pays. Vous avez évoqué au fait le fait que la RDC, sa balance commerciale s'affichait toujours presque déficitaire, mais c'est vrai, avec l'expérience peut-être des Émiratis, ça pourra changer la donne, évidemment au travers les échanges commerciaux qui seront beaucoup plus dynamiques, mais aussi il faut noter le fait qu'aussi aujourd'hui la RDC... Parce qu'en fait, les échanges commerciaux vont dans le sens de Dubaï vers la RDC. Et inverse aussi. Inversement un peu... Inversement, c'est possible de le faire, Patrick Lumbala, c'est possible de le faire. Oui, c'est possible de le faire, mais c'est à faible proportion, pour l'instant. Pas seulement, en fait, pour proportion, on peut également renverser la tendance. Aujourd'hui, déjà, on avait dit qu'on devrait mettre beaucoup plus d'accent sur l'importance ou l'urgence de redynamiser en fait, la productivité locale. Voyez-vous, si aujourd'hui, la RDC, par exemple, redynamiser sa productivité locale au travers évidemment de l'agriculture, du secteur agricole, ne pensez-vous pas qu'eux, ils auront besoin de quelques produits agricoles qui viennent de l'Afrique, qui viennent particulièrement de la RDC? Ça va faire en sorte qu'également nos exportations, surtout que c'est un pays désertique. La valeur des exportations pousse tant soit peu s'accroître. Vous l'avez dit, c'est un pays désertique, donc il y a nécessité en fait de pouvoir subvenir de certains produits agricoles qu'eux n'arrivent pas, n'est-ce pas, à avoir sur leur sol. Donc c'est un partenariat, je dirais, très fiable qui pourrait bénéficier à la République démocratique du Congo si seulement si on mettait du sérieux et qu'on faisait en sorte que, n'est-ce pas, ces partenariats soient beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus gagnant-gagnant entre les deux pays, pour les deux pays, disons. Effectivement. Merci beaucoup, Igor Biwaka. Merci Patrick. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Tony Antoine Dibendila. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. L'essentiel de l'économie revient demain avec d'autres analyses de l'actualité vues de la rédaction de votre télévision. D'ici là, restez en continuation de nos programmes et à très vite.